Hop, je vous mets la vue intervenant, comme ça vous avez tout. L'idée effectivement, ça va être aujourd'hui de parler du sujet de prendre son envol. Alors, prendre son envol, je vous ai prévu, plein de petites choses à l'intérieur, comme, notamment le fait de, gérer le passage de la vie étudiante à la vie professionnelle, ce qui est votre cas ou a été votre cas. Mais vous allez voir qu'il y a différents petits éléments qui sont importants. Comment on va bien démarrer sa vie quand on est clairement une génération Covid, vous êtes concernés, tous ceux qui sont là aujourd'hui. Et c'est vous donner aussi des petits tips, des petits conseils pour que ça aille mieux après. Et l'idée, ça va être de vous aider à vous poser les bonnes questions sur ce que vous avez envie de faire, de comment vous avez envie de le faire et de comment arriver à le faire. Donc pour ça, on va prioriser des actions, on va clarifier des choix et je vais vous faire un tableau. Alors n'hésitez pas, alors vous aurez accès au replay, j'enverrai le PDF du cours, enfin du webinaire à Alix qui pourra vous le transférer et au besoin pour faire des impressions d'écran si vous voulez tout de suite retravailler dessus. Je vais également voir avec vous comment travailler sa sociabilité. Alors c'est un bien grand mot, l'idée, c'est comment apprendre à comprendre les gens, comment apprendre à travailler avec eux, à comprendre les codes, pour trouver sa place dans l'entreprise. Que demain, que vous soyez salarié ou freelance ou les deux, parce que les deux sont possibles, l'idée, c'est justement d'arriver à s'adapter à l'autre, d'arriver à aider l'autre et en même temps arriver à se faire connaître des autres pour que votre carrière puisse aussi grimper en flèche et que vous ne soyez pas gêné par ce côté pandémie que l'on a tous connu. Et on va forcément terminer par cette petite partie qui est la confiance en soi parce que c'est essentiel. Alors, qui je suis pour vous dire tout ça? Donc moi, je suis Amélie Favre-Guittet, je suis la fondatrice de Talent Management. J'ai développé plusieurs marques commerciales depuis 2014. Aujourd'hui, on est une petite équipe de 10 personnes, 10 collaborateurs. Et on intervient sur du recrutement, sur de la formation, sur de la gamification, sur du conseil. J'ai aussi la chance, du coup, sur LinkedIn d'être influenceuse B2B, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises à mieux communiquer, à travailler leur marque employeur notamment, ou à mettre en avant des produits ou des services. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Toutes les 2 semaines, je fais une petite newsletter autour de l'emploi. Et si je peux vous accompagner d'une manière ou d'une autre, si je peux vous faire profiter de mon réseau aussi sur LinkedIn, c'est aussi ça l'intérêt de ce webinaire, de savoir prendre son envol, de se développer tout au long de sa carrière et de faire des belles rencontres. Voilà, c'est ce que je vous propose aussi aujourd'hui. Premier élément qui va donc être important, comment on va gérer le passage de la vie étudiante à la vie professionnelle. Il y a effectivement plusieurs choses. Alors, on le sait, le passage de la vie étudiante à la vie professionnelle, c'est moins rude si vous avez découvert la réalité de l'entreprise, que ce soit à travers des stages ou de l'alternance. Parce que oui, quand vous avez eu l'opportunité de côtoyer des collaborateurs, des managers, vous êtes un peu confronté aux codes et aux usages d'une entreprise, du coup, ça va être beaucoup plus facile. Parce que vous avez fait le point sur vos compétences, vous allez développer un peu votre attractivité sur le marché du travail. Et ça, c'est important. C'est une question aussi d'offre et de demande par rapport à le parcours que vous avez choisi par rapport à vos études. Aujourd'hui, c'est comment je vais me faire connaître, comment je vais me faire reconnaître pour me faire embaucher. Et cette question-là, il faudra qu'elle vous suive tout au long de votre vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on le sait dans le recrutement, c'est pas forcément les personnes les plus intelligentes qu'on va recruter, mais c'est les personnes qui sont le plus visibles. Donc LinkedIn, qui est un de mes réseaux préférés, en fait partie, mais il n'y a pas que ça. L'idée, ça va être aussi de créer son réseau au sein des entreprises dans lesquelles vous avez été et dans lesquelles vous allez être. Et ça, c'est aussi important, de développer un peu son réseau d'influence un petit peu. On a un effet, on appelle l'effet cicatrice des jeunes générations. On sait que vous avez été abîmés, entre guillemets, par le Covid, par la pandémie. Beaucoup de journaux parlaient de génération sacrifiée, génération à l'arrêt. On le sait, l'entrée sur le marché du travail en pleine crise, ça se fait souvent avec des conditions assez dégradées et qui laissent forcément des traces pendant plusieurs années. Alors je sais, c'est pas très glorieux ce que je suis en train de vous raconter, mais pourtant c'est un fait. Il y a moins d'entretiens de recrutement décrochés, il y a souvent un recul des embauches, il y a souvent un salaire d'entrée qui est plus faible que prévu. Et c'est normal d'avoir un peu un sentiment de frustration au quotidien. Il y a une enquête qui a été menée par le Syntec Conseil en début 2021
qui a démontré que 55% des jeunes ayant décroché un diplôme en 2020 avaient trouvé un emploi à la fin de l'année. Donc à peine 55%. C'est un ratio qui est assez faible parce qu'avant crise, généralement, le taux d'insertion des jeunes était d'environ 74%. Et ça, c'était 6 mois après l'obtention d'un diplôme. Donc on le voit que entre des générations qui connaissent des crises et des générations qui n'ont pas eu ces crises, effectivement, le taux d'emploi est plus important pour ceux qui n'ont pas connu la crise. Et il y a aussi ce côté potentiellement connaître le chômage. On le sait que vous allez être au moins 10 à 15% à connaître plus longuement le chômage que d'autres générations. Vous allez devoir faire des concessions, il faut en avoir conscience, mais ça peut porter sur différentes choses. D'abord, ça peut porter sur le type de contrat. Aujourd'hui, on le sait, il y a à peine la moitié des diplômés qui trouvent un emploi en CDI, contre 69% en temps normal. La rémunération, c'est aussi une part significative sur laquelle vous allez peut-être devoir accepter de faire un pas en arrière par rapport à vos attentes. Alors ça encore, il faut apprendre à le négocier. Ça tombe bien, je crois qu'on a un webinaire sur la négo de salaire, donc on vous apprendra peut-être à ne pas faire trop de pas en arrière. Il y a aussi par rapport aux aspirations. Souvent, vous vous dites, bah, tiens, j'ai tel diplôme, je veux aller vers tel type de métier ou tel type de secteur d'activité, et c'est peut-être pas forcément possible. Donc l'idée, c'est de se dire, OK, si mon plan A ne fonctionne pas, comment je peux faire pour aller vers mon plan B, voire mon plan C? Et ça aussi, c'est important de se dire qu'on a forcément un plan A, un plan B et un plan C. Et ça, on va aussi le travailler ensemble. On voit aussi que ceux qui veulent se développer ou développer une carrière à l'étranger, eh ben, vous êtes presque 2 tiers à avoir renoncé à ça. Pourquoi? Forcément, les déplacements sont un peu compliqués en ce moment. Donc oui, le cabinet Syntec Conseil l'avait mis dans son enquête. On va clairement voir émerger ce qu'ils appellent une génération coronavirus sur le marché du travail, c'est-à-dire des jeunes qui vont être marqués par cette crise et ça va mettre du temps avant de rattraper le retard que vous allez avoir au démarrage. Généralement, il faut attendre au moins 4 à 5 ans pour que les différences s'estompent pour essayer de rattraper votre retard. Vous allez me dire 4 à 5 ans, Amélie, c'est énorme. C'est vrai, c'est énorme. Les choses qu'il va falloir mettre en place pour essayer de diminuer ce risque et ces difficultés que vous allez rencontrer, ça va être de rompre l'isolement et de vous mettre à réseauter. Il n'y a pas que réseauter sur le canapé, on va aussi réseauter dans la vraie vie. Donc souvent, quand vous cherchez un emploi, vous allez vous tourner vers les sites emploi, peut-être vers l'APEC, vers des institutions. Et en fait, vous oubliez très souvent l'essentiel qui est la rencontre de personnes, que ce soit les alumni, ça tombe bien, ou que ce soit aussi la rencontre de personnes de l'entreprise sur le terrain, c'est-à-dire avoir une vraie démarche réseau. La conscience d'avoir un réseau, c'est ultra important quand on démarre sa carrière. Et le réseau, c'est vos parents, vos amis, vos camarades de promo, vos professeurs, les intervenants que vous avez croisés, mais aussi tous ceux que vous avez croisés dans le monde de l'entreprise, vos collègues, vos clients, vos fournisseurs, vos managers. Tous ces gens-là, ça forme votre réseau. Et après, même si je dis très souvent que LinkedIn est votre ami, ça vous le savez déjà. Si vous ne le savez pas, on va revoir le replay du précédent webinaire. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, je vais réseauter dans la vraie vie, je vais m'appuyer sur des réseaux professionnels comme LinkedIn pour continuer à réseauter. Et ces gens avec qui je vais réseauter, je vais essayer de les rencontrer dans la vraie vie. Et ça va être ultra important. Donc, c'est se dire qu'il existe plein de choses pour arriver à réseauter dans la vraie vie. On a des sites comme Meetup, LinkedIn Event, Facebook Group, Eventbrite, qui vont vous informer de tous les événements qui peuvent se passer dans votre quartier, dans votre ville, dans votre région, ou dans tout cas l'endroit où vous avez envie d'y aller. Et ça, plus vous allez réseauter, plus vous allez être informé justement de cette réalité de l'entreprise, du besoin de l'entreprise, des problématiques de l'entreprise, et vous allez pouvoir vous identifier et décrypter plein de signes aussi d'appartenance à un groupe avant même de mettre un pied dans l'entreprise. C'est-à-dire que vous allez comprendre les codes vestimentaires, le jargon, le comportement, parce qu'à force d'avoir côtoyé des personnes, à force d'avoir réseauté avec eux, à force de les avoir interrogés, parce que c'est ça aussi, plus vous allez multiplier les occasions de rencontrer des professionnels, plus vous allez pouvoir leur poser des questions et plus ils vont vous donner des éléments qui vont vous permettre vous, de trouver votre place à un moment donné. Et ça, c'est aussi ultra important. C'est ne pas avoir peur d'aller vers les autres, de poser des questions,
de demander des conseils. On ne demande pas un emploi quand on réseaute, ça aussi c'est très important, on demande des conseils. Quels conseils donneriez-vous à un jeune diplômé issu de telle formation? Quels conseils donneriez-vous à un jeune diplômé qui voudrait faire une carrière comme la vôtre? Quels conseils donneriez-vous? Et en fait, c'est faire parler l'autre, donc c'est apprendre à l'écouter, on va le voir à un moment donné quand on va développer justement sa sociabilité, c'est faire parler l'autre pour qu'à un moment donné, il ait envie de nous partager un peu ses connaissances, son réseau et qui nous ouvre des portes. Plus vous allez avoir des portes qui s'ouvrent et plus ce sera facile pour vous d'aller parler avec des gens et de vous faire embaucher. Et ça, c'est vraiment important. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions d'ailleurs dans le chat, je regarde en permanence, donc comme ça, comme ça, je réponds à toutes vos questions. Alors, je sais que j'ai démarré sur quelque chose qui n'est pas forcément très fun, hein, mais bon. Alors, l'idée, ça va être avant de dire oui à tout, on va apprendre à essayer à prioriser, à se poser les bonnes questions. Comment? Je vous ai partagé 2 tableaux. Celui de droite, c'est un carré, c'est ce que j'appelle le carré de vie. Le carré de vie, vous voyez, c'est vie perso, vie pro, vie sociale, vie intérieure. L'idée, c'est déjà de vous poser la question, c'est: «Est-ce qu'aujourd'hui, mon carré de vie, il est homogène? Ou est-ce que, je sais pas moi, ma vie sociale, elle est toute petite, ma vie pro, elle est inexistante?» Est-ce qu'il est suffisamment équilibré? Et ça, c'est ultra important. Vous ne pouvez pas vous diriger quelque part si votre carré de vie n'est pas équilibré. Et parce qu'à un moment donné, ça va se ressentir. Vous allez peut-être vous ennuyer au travail, vous allez vous ennuyer dans votre famille, vous allez avoir des coups de blues, vous allez vous sentir un peu déprimé, vous allez ressentir un manque, quelque chose qui ne va pas, qui ne vous convient pas. Vous allez vous dire que ça va à l'encontre de vos valeurs. Et tout ça, à un moment donné, ça peut vous faire péter un câble. Et on le voit quand même assez souvent et ça, quel que soit l'âge, c'est qu'à un moment donné, quand on prend une direction qui n'est pas la bonne, où on ne s'est pas posé les bonnes questions, où on a eu peur de changer de direction ou d'aller essayer d'autres choses, et ben à un moment donné, on continue jusqu'à ce que se manger le mur. Et l'idée, c'est d'éviter de se manger le mur et de se dire: «OK, je fais une pause, je réfléchis, je reste zen, je vais à la campagne, je réfléchis pendant un week-end sur OK, qu'est-ce qui va me rendre heureux au travail? Qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qui me rend heureux? Alors, je parle de vie intérieure, mais ça peut être déjà dans vos valeurs. Qu'est-ce qui me rend heureux dans ma vie de tous les jours lorsque je sors? J'adore, je sais pas moi, faire des expos de peinture, ce genre de choses. Et je ne veux pas un travail qui me bouffe ce temps précieux que j'ai peut-être ailleurs. Ça, c'est aussi de trouver ce juste équilibre entre, comme on dit souvent, vie perso et vie pro. Vous avez l'ikigai qui peut vous aider. Si jamais vous vous posez des questions par rapport à ça, il existe plein de petits tests. D'ailleurs, je le mettrai dans la presse pour Alix, mais vous avez un site qui vous permet de travailler votre ikigai gratuitement. Donc, je vous partagerai les liens. Et ça peut vous aider. L'ikigai, c'est en gros comment trouver la chose pour laquelle vous êtes faite et la chose pour laquelle les gens vont être prêts à vous payer pour que vous puissiez le faire et qui en même temps, ça va vous faire du bien. Donc, c'est arriver à trouver vraiment ce juste équilibre qui vous permet de ne pas manger trop de quelque chose par rapport à autre chose. Donc, vous le voyez sur le rond, hein, c'est un mix passion, vocation, mission, profession. Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la vie? Qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? Pourquoi les gens vous paieraient pour le faire? Et ça, c'est vraiment ultra important. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont déjà travaillé l'ikigai ou ce genre de choses, ou si c'est des sujets qui vous parlent ou pas du tout. Peut-être c'est possible, hein, que certains à qui ça ne parle pas. Mais l'idée, c'est effectivement d'arriver à trouver le juste équilibre parmi tout ça, quoi. Pas de message, je continue. Donc ça, c'est pour la partie se poser les bonnes questions. C'est important, n'essayez pas d'aller trop vite. Prenez le temps de vous poser toutes ces questions. Vous avez le temps d'y répondre. Et ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que si vous prenez du temps pour vous poser toutes ces questions, c'est du temps que vous allez gagner à ne pas trébucher. Et quand bien même vous trébuchez, l'idée de continuer de se poser des questions pour encore remonter la pente. Je vous ai mis des petites questions qui peuvent vous aider justement à réfléchir. C'est vos priorités dans le travail, par exemple. Je vous en ai mis 10. L'idée, ce serait de les prendre les 10 et de les positionner du plus important au moins important. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est l'intérêt pour le job, le salaire, le niveau de responsabilité, le degré d'autonomie, les possibilités de promotion, les possibilités de formation, les qualités de relation avec vos collègues, l'ambiance de l'entreprise, la sécurité du travail. Est-ce que le contrat de travail pour vous est important?
la reconnaissance professionnelle. Toutes ces petites choses-là, il faut arriver à se dire: «OK, moi dans le travail, ben, en fait, les 4 choses ultra importantes sur lesquelles je ne veux pas déroger, ce sont ces 4-là. Les autres après, si je les retrouve pas dans mon travail, c'est pas très grave». Et l'idée, c'est d'arriver à se dire que demain, quand vous allez répondre à une annonce ou demain quand, vous allez, passer un entretien ou demain quand vous allez peut-être rencontrer un indépendant qui va vous proposer une mission en freelance, eh bien reprenez, tout ce tableau de qualité de vie et posez-vous la question justement en train de se dire: «Bah tiens, finalement, est-ce que ce job répond à ces besoins? Est-ce que, j'ai, ce qui est important pour moi, est-ce que je le retrouve dans cet emploi?» Et dites pas: «Non mais c'est bon, je prends ce job, dans 2 ans j'en change, donc je peux bien faire un effort pendant 2 ans, même si j'ai pas tout ce que j'aime». Pensez à votre carré de vie qui, du coup, va en pâtir parce que si vous êtes pas heureux au travail, vous allez vouloir grignoter des choses sur votre vie perso, sur vos loisirs. Ça va peut-être d'ailleurs vous manger plus de temps et ça va pas vous rendre plus sympathique pour vos amis. Donc vous allez peut-être perdre des amis, la famille va peut-être s'éloigner. Enfin, il y a tout un écosystème qui va en pâtir. Donc c'est vraiment important de se poser toutes ces bonnes questions pour arriver à se lancer. Une fois qu'on s'est posé les questions sur ce qu'on veut faire par rapport au travail, ce qui est important dans le travail, on a la même chose dans la vie de tous les jours. Justement, tout ça pour avoir un carré de vie parfait. Euh, donc là, c'est la même chose. Qu'est-ce qui est important? Est-ce que pour vous, c'est votre vie de famille, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, vos loisirs, le sport, l'évolution de carrière, les valeurs, les amis, l'engagement associatif, la spiritualité? Qu'est-ce qui est ultra important pour vous? Quels sont les éléments sur lesquels vous dites: «OK, je veux bien bosser comme un taré, mais alors par contre, mon sport, les sorties avec les copains ou telle activité, je veux pouvoir en profiter, il est hors de question que je fasse une croix là-dessus». OK. Si vous êtes au clair là-dessus, vous savez que dans votre vie pro, bah, il y a tel élément qui sont ultra importants. Dans votre vie perso, il y a tel élément qui sont ultra importants. Tout ça, ça forme votre carré de vie. Et quand vous passez un entretien, eh ben, vous allez vous dire, OK, est-ce que ce job va me permettre d'être aligné dans ma vie perso et dans ma vie pro? Est-ce que ça me garantit que ça va bien se passer? Alors au départ, vous allez me dire, ouais. Et puis peut-être que pendant la période d'essai, comme très souvent, vous allez vous rendre compte que, eh bien, en fait, peut-être pas trop. Bon, c'est pas grave, c'est le moment de réajuster. Donc il y a ça aussi, c'est de se dire: «C'est pas grave si on change d'avis en cours de route, c'est pas grave si à un moment donné, on dévie vers autre chose, c'est normal en fait». Autrefois, les gens avaient un parcours linéaire et faisaient 30 ans dans la même entreprise, mais parce qu'ils n'avaient pas le temps de penser à autre chose, que de toute manière, c'était le seul job qu'on leur proposait, qu'il y avait de la famille, qu'il y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc en fait, c'est, bah, je fais ce job, je me pose pas de questions et j'y vais jusqu'au bout. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se poser des questions et de pouvoir trouver quelque chose qui nous fait plaisir. Alors je dis pas qu'on va le trouver du premier coup, il c'est un exercice hein, quand même, arriver à le trouver du premier coup. Mais en tout cas, on peut mettre des échelons et on peut mettre un escalier qui va nous permettre d'y arriver au fur et à mesure. Et c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire que chaque étape que vous allez franchir, c'est une manière de vous rapprocher de votre but ultime, de votre job de rêve, de votre situation de rêve, de votre projet de vie en quelque sorte. Votre projet de vie, je le rappelle, il peut évoluer. Donc, à un moment donné, l'escalier va prendre une bifurcation. Mais l'idée, c'est toujours de se poser des questions pour avancer pas à pas et pour aller vers quelque chose qui va vraiment vous plaire. Je fais vraiment un focus là-dessus parce que pour le coup, c'est ultra important. Dites-vous que vous avez le droit d'entreprendre aussi. Il n'y a pas que, il y a pas que le CDI dans la vie. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de jeunes qui n'ont pas forcément envie d'être salariés à vie. Je sais que le CDI est important quand on veut, un logement, donc et ça rassure aussi beaucoup les parents, on va pas se le cacher. Donc l'idée, c'est de se dire: «OK, moi, j'ai peut-être envie d'avoir un job salarié histoire d'avoir une certaine sécurité et de pouvoir avoir, bah, de l'argent qui rentre, tous les mois, de payer mes factures, de remplir mon frigo. OK, ça, c'est mon job en salarié. Puis à côté, j'ai peut-être envie de me lancer un peu, avoir quelques petits frissons et de me lancer en freelance. Alors vous pouvez avoir votre micro-entreprise, c'est tout à fait possible, vous pouvez faire du freelancing ou vous pouvez vous associer peut-être à une start-up, à une entreprise déjà existante et du coup devenir un peu business partner. Vous pouvez être apporteur d'affaires et se dire que c'est pas incompatible, c'est pas un choix que vous devez faire, c'est des possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez être salarié, vous pouvez être freelance, vous pouvez être business partner et vous savez quoi? Vous pouvez même être les 3.
C'est à vous de décider, en fait, et c'est à vous de déterminer le temps que vous allouez à chacune de ces situations. Est-ce que je veux être salariée à temps plein? Est-ce que je veux être salariée à 80, mais je veux quand même garder 20 de mon temps pour du freelancing? Est-ce que j'ai aussi envie d'être business partner? Parce que je sais qu'il y a des choses qui peuvent se proposer parce que j'ai développé mon réseau, parce que j'ai fait plein de choses et que grâce à ça, je peux apporter du business à d'autres. Et bah, tant qu'à faire, si ça peut me rémunérer, je le fais. Tout ça, c'est possible. Ça, c'est des réflexions que la plupart, vous avez déjà, et ce qui n'était pas le cas des précédentes générations qui se disaient: «Bah non, il faut que je choisisse, c'est soit l'un, soit l'autre». N'oubliez pas, il y a toujours ce poids familial, c'est, il y a, 30 ans, il fallait faire une carrière linéaire. Il y a 15 ans, on pouvait déjà un peu se lancer en freelance, on avait le droit de choisir, on avait le droit de changer. Aujourd'hui, changer, c'est la fameuse génération, de slasheurs. Aujourd'hui, on a le droit de changer, on a le droit de faire des sauts de puce, c'est pas grave. Alors je dis pas que c'est généralisé dans la tête de tous les RH, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Faut pas oublier que dans 20 ans, on sera plusieurs millions à être freelance, et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Donc voilà, dites-vous qu'en fait, rien n'est impossible. On est vraiment sur une question de mindset, en train de se dire: «OK, j'ai envie d'être salarié, j'y vais. J'ai envie d'être freelance, j'y vais. J'ai envie d'être business partner, et ben j'y vais. Je veux être les 3, et ben j'y vais aussi». Et si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Dans ces cas-là, on en enlèvera un des 3. OK, j'arrête le côté business partner, ça me prend beaucoup trop de temps. Mais par contre, ma petite activité de freelance qui se développe toute seule, que ce soit par internet ou autre chose, celle-là, je la garde. Ça me fait une petite rentrée d'argent, et en même temps, bah, ça me plaît bien le job que j'ai, dans telle entreprise, donc je vais le garder aussi. C'est tout à fait possible. Ce sont vos choix, et du moment que vous êtes aligné sur vos choix, tout va bien. Élément important, qui va être de cultiver sa sociabilité. Alors vous allez me dire: «Amélie, c'est un bien grand mot tout ça». Oui, c'est vrai. Déjà, pourquoi c'est important de cultiver sa sociabilité? Et bah, pourquoi? Parce que ça va vous permettre de réseauter. Quand on réseaute, on connaît plein de gens. Vous allez élargir votre vision du monde, c'est-à-dire que les gens vont discuter avec vous, vont vous ouvrir des fenêtres, des portes, et vont vous montrer des chemins auxquels vous n'auriez peut-être pas envisagé. Et là, vous allez vous dire: «Ah tiens, c'est pas bête. Telle personne m'a parlé de telle idée, je vais la tenter». Ça peut vous permettre aussi de vivre de nouvelles expériences, c'est-à-dire que vous visiez peut-être la recherche d'un emploi en CDI dans une région, et à un moment donné, au détour d'une rencontre, d'un réseau, d'une discussion, quelqu'un vous dit: «Mais tu sais que ton job, il est ultra recherché, tes compétences, elles sont ultra recherchées par telle entreprise, mais par contre, elle est dans telle région». OK, peut-être que l'entreprise est ouverte au freelancing, au télétravail. On peut voir, effectivement, je ne pensais pas m'installer dans telle région, mais s'il y a une opportunité, pourquoi pas? Ça aussi, c'est important, et c'est aussi le fait de pousser ses limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, aller vers les gens, discuter avec eux, c'est pas toujours évident. Donc on repousse ses limites, on apprend aussi à beaucoup mieux se connaître, et ça aussi, c'est important parce que, bah, plus vous allez parler, de vous aux autres, et plus les autres vont vous interroger sur qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous aimez dans la vie, qu'est-ce qui vous passionne, et donc, bah, pour répondre à ces questions, il faut déjà se les avoir posées soi-même. Et donc ça aussi, c'est important, c'est qu'à un moment donné, votre discours, il va être de plus en plus rodé, vous allez être bah, convaincu de ce que vous allez dire, et du coup, si vous êtes convaincu, bah, vous allez être aussi convaincant. Donc ça, les deux vont ensemble. Euh, Plus vous allez réseauter aussi, plus les gens vont vous connaître, plus les gens vont apprécier discuter avec vous, et du coup, si demain vous avez un coup dur, eh ben, les gens vont pouvoir vous aider beaucoup plus facilement. C'est le fait justement de compter sur les autres en cas de difficulté. L'idée, c'est de se dire que quand on démarre sa recherche d'emploi, on fait souvent l'erreur d'aller tout de suite toquer à la porte des gens en disant: «Tu peux pas me filer un coup de main? Je cherche un emploi». Donc là, vous demandez quelque chose à quelqu'un, il ne vous connaît pas forcément beaucoup, il n'a pas eu beaucoup d'échanges avec vous, et là, vous lui demandez déjà une énorme faveur. L'idée, c'est de se dire: «Bah, si je prends le temps, quand j'ai pas trop besoin, de pouvoir discuter avec des gens, de pouvoir, en apprendre davantage sur eux, leur métier, leur secteur, que j'ai plaisir du coup à échanger avec eux, le jour où je vais avoir besoin d'un coup de pouce, bah, ces gens-là, si je leur demande, ils vont réagir beaucoup plus positivement parce qu'au tout début, je leur ai rien demandé. J'ai simplement pris du plaisir à discuter avec eux, et ça, c'est inné, c'est la même chose quand on fait des rencontres amoureuses. Si on y va trop de manière trop directe, on se prend un râteau. Tandis que si on y va de manière intelligente, un peu détournée, et ben, on a un peu plus de chance sur un malentendu qu'il se passe quelque chose. Et ben, dans la vie professionnelle, c'est exactement la même chose. En fait, plus on va contribuer à aider les autres, à écouter les autres, plus ça va nous aider aussi à réussir.
Et c'est pas de la manipulation, c'est simplement que le monde fonctionne comme ça. Comprendre les autres, aider les autres, c'est aussi, leur permettre de nous aider en retour ou en tout cas dès que le réseau nous aide en retour. C'est pas forcément la personne que vous avez aidée qui va vous aider, mais c'est peut-être une personne de son réseau parce qu'elle va en parler autour d'elle et du coup, une autre personne, par son biais, va vous aider et va vous permettre d'aller vers le job de vos rêves, vers la carrière de vos rêves, vers un contact, un client de vos rêves et tout ça, c'est ultra important. Et plus vous allez faire ça et plus vous allez forcément développer aussi votre confiance en vous. Tout ça est vraiment lié et c'est vraiment important d'en avoir conscience, de se poser toutes ces questions pour se dire: «OK, je suis à l'aise avec le sujet, je sais où je veux aller, je sais comment je veux aller». Est-ce que ça va jusque-là? N'hésitez pas, hein, si vous avez, des questions, c'est, avec plaisir, que j'y réponds. Et n'hésitez pas à me dire également si tout va bien. Ça me fera plaisir dans le chat. Soyez pas di faut pas hésiter à être bavard, hein, aussi bavard que moi dans le chat. Hem, 1er élément pour arriver à bien, travailler ce côté sociable, moi je j'entends plus par les réseaux, mais ça vous allez voir qu'on va faire un lien entre le côté, je réseaute et ma place dans l'entreprise. Arriver à bien comprendre comment s'intégrer dans une entreprise, ça va aussi vous aider à mieux décoller votre entreprise, enfin votre recherche d'emploi. 1re chose, c'est de comprendre les gens. Alors comment ça fonctionne? Bah oui, c'est important de savoir ce qui va motiver les autres. Ça va vous permettre bah, 1 de vous rendre compte bah, on fonctionne tous à peu près de la même manière, mais qu'on a tous aussi notre propre histoire personnelle, et que, si on apprend à découvrir un peu les gens, on va comprendre leur histoire et du coup, on va mieux comprendre aussi leur comportement. Et ça, c'est ultra important parce que tout le monde est façonné par ses expériences passées. Selon ce que vous avez vécu, plus jeune, adolescent, jeune adulte ou autre, et ben, ça va influer un peu sur votre parcours personnel. La manière dont vous avez été éduqué va aussi influer sur votre comportement. Comprendre si vous arrivez à comprendre les motivations de l'autre, bah, ça va être important pour vous parce que ça va vous aider à mieux vous comporter avec lui. Si vous sa et c'est un peu comme pour un commercial, si, le commercial sait, ce dont a besoin son prospect, il va pouvoir lui proposer le bon produit en face. En marketing, on est toujours voilà, le bon produit au bon prix, au bon endroit et tout ça est ultra important. Et ben c'est exactement la même chose quand demain vous êtes dans l'entreprise, que vous soyez en mode réseau ou que vous soyez en train de, vous êtes en poste dans l'entreprise, en alternance dans l'entreprise ou autre, et ben plus vous allez comprendre les besoins et les enjeux de vos collègues, de votre manager, de votre direction, plus vous allez arriver aussi à vous positionner dans l'entreprise et ça, c'est aussi important. Une autre chose qui est importante, c'est le fait d'apprendre à écouter l'autre pour mieux comprendre son besoin. On est sur du commercial, pur et dur. Quand on écoute quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on va se taire. Ça veut dire qu'on va échanger avec lui, on va lui poser des questions, on va, peut-être le rassurer, on va reformuler pour être sûr que nous-mêmes, on a bien compris ce qu'il nous a dit. Et l'idée, c'est de se dire: «OK, plus j'accumule de l'information sur l'autre, plus j'apprends à le connaître, plus j'apprends à comprendre son comportement, à comprendre comment il réagit, pourquoi il réagit de telle et telle manière, plus je vais pouvoir, moi, adapter mon discours et mes actions à cette personne. Donc, que vous soyez dans l'entreprise en tant que salarié ou vous soyez en train de chercher un emploi pour essayer de rentrer dans cette entreprise et donc vous soyez en train de réseauter, plus vous allez apprendre à découvrir votre prospect et plus ce sera facile pour vous. Euh, Comprendre les gens, c'est pas forcément chercher une réponse également. On le voit souvent, quand une personne nous expose un problème, on est tout de suite à vouloir chercher la réponse. «Alors attends, si j'étais toi, je ferais comme si». Mais peut-être que la personne, elle attend pas ça, en fait. Et ça aussi, c'est comprenez le besoin de l'autre. Quelqu'un a peut-être juste besoin de s'épancher un petit peu sur ce qui ne va pas dans l'entreprise. Un collègue qui n'a pas le moral dans l'entreprise, elle ou il a juste besoin peut-être d'en parler, mais pas forcément qu'on lui trouve une solution. Donc ça aussi, c'est important. Observez parce que, quand ça va vous aider à comprendre les gens. Quand il y a un enjeu important, je sais pas, une grosse réunion, il faut faire des recommandations stratégiques devant un client, eh bien la personne qui est en face de vous est peut-être nerveuse et c'est normal d'être nerveux. Donc en fait, si vous faites preuve de sensibilité, de gentillesse, si vous savez la rassurer,
Eh ben, ça veut dire que vous vous intéressez à elle. Si vous vous intéressez à elle, elle va s'intéresser aussi à vous en retour. Elle va apprécier ce moment que vous avez passé à la rassurer, à la rebooster en disant des mots, bah, qui sont positifs, et ça veut dire: «OK, tu m'as écouté, tu as compris mon besoin, tu as compris quelle était ma problématique et du coup là, ça va mieux». Donc en fait, quand vous arrivez à comprendre tous ces mécanismes un petit peu, de gestion de relations humaines, ben, en fait, vous allez vous rendre compte comment fonctionne une organisation d'entreprise, comment fonctionnent aussi les jeux de pouvoir dans les entreprises. Quand vous allez arriver dans des grandes entreprises du CAC 40, il y a forcément des jeux de pouvoir et en fait, si vous arrivez à prendre du recul par rapport à ce qui se passe, à écouter, à observer, à vous intéresser aux autres, vous allez savoir comment ça fonctionne et ce sera d'autant plus facile pour vous de aller frapper à la bonne porte au bon moment, parce que du coup, vous aurez écouté ce qui se passe et vous savez à quel moment il fallait aller voir telle personne, pour peut-être avoir une promotion, un changement de carrière ou autre, prendre une direction, peu importe ce que vous décidez. Et ça, vous pouvez le faire aussi quand vous allez réseauter, parce que plus vous allez réseauter avec des personnes, plus elles vont vous raconter des choses, et plus vous allez pouvoir arriver au bon moment grâce à ces personnes et à ce qu'elles ont pu vous dire. Donc ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui se fait sur du long terme, hein. C'est pas quelque chose qui va se faire en un mois ou 2 mois. On est vraiment sur des relations long terme et c'est important de toute manière de les entretenir et de continuer comme ça à bien travailler à la fois son réseau interne et externe de l'entreprise, à travailler ce qu'on appelle un peu sa sociabilité pour arriver à toucher les bonnes personnes au bon moment. Ça aussi, c'est très important. Hem Dans l'entreprise, à un moment donné, dans la présentation, je vais vous présenter un petit peu les différents types de chefs que vous allez peut-être rencontrer, les différents types de managers que vous allez croiser et tous leurs travers qui vont avec. Et vous allez certainement, alors peut-être que vous avez déjà connu, ou alors vous allez connaître, demain dans l'entreprise, des personnes qui ne savent pas gérer leurs émotions et qui ont peut-être tendance à s'emporter un petit peu vite, à s'énerver, à être très colériques. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez déjà rencontré ce type d'individu en entreprise. Eh bien, si vous vous intéressez à la personne, vous allez vous rendre compte qu'en fait, quand une personne est en colère, c'est sa manière à elle d'aller cacher un autre sentiment. Ça peut être un sentiment de vulnérabilité, un sentiment de honte, de tristesse. J'ai envie de dire, il faut se souvenir de ce que souvent nos mamans nous disent, enfin disent à nos garçons, c'est un homme, ça ne pleure pas, mon fils. Donc en fait, et c'est souvent une question d'éducation, mais les hommes ont tendance à essayer de cacher ça un peu de leurs émotions, et du coup, pour la cacher, ils vont en montrer une autre. Et donc en fait, la colère est souvent une posture un peu active, parce qu'elle va avoir cette impression de retrouver un sentiment de puissance parce qu'elle est en colère. Alors qu'en fait, c'est juste une manière pour elle de camoufler autre chose. Et en fait, si vous arrivez à comprendre ça, si vous arrivez à comprendre comment les gens fonctionnent, que ce soit des collègues ou des managers, hein, peu importe, et ben, vous allez arriver à mieux communiquer avec eux, à mieux discuter avec eux et du coup, à mieux travailler avec eux. C'est-à-dire que, demain, vous êtes jeune manager, vous intégrez un poste et ben, si vous arrivez à comprendre comment chacun de vos collaborateurs fonctionne, vous savez comment les faire avancer ensemble, même si vous faites du sur-mesure avec chacun. Si demain vous êtes collaborateur et que vous avez en face de vous un manager qui est pas très bienveillant, et ben vous savez sur quoi, jouer pour justement un peu, rééduquer votre manager. Et ce qui fonctionne dans la vie pro, fonctionne dans la vie perso aussi. C'est-à-dire que vous soyez en couple, quand vous êtes avec des amis, en famille, et ben si vous arrivez à comprendre comment les autres fonctionnent, parce que les jeux de pouvoir, fonctionnent autant dans l'entreprise que, en dehors de l'entreprise, et ben vous allez comprendre beaucoup mieux le fonctionnement de l'humain en général et sur quoi accentuer pour pouvoir arriver non pas à vos fins, mais à quelque chose qui vous plaît, qui vous convient, sans pour autant aller à l'encontre de l'autre. L'idée, c'est d'arriver à trouver un juste équilibre pour tout le monde. On n'est pas moi je gagne et toi tu perds, donc tout le monde doit être gagnant dans cette relation. Donc ça, c'est vraiment ce côté comprendre les gens. Après, on va se tourner un peu plus sur comment on va pouvoir aider les gens. Oui, parce que, ok, c'est cool d'avoir compris les gens, on est heureux, les gens autour de nous sont bien, ils se sentent bien. D'ailleurs, quand j'ai des amis autour de moi qui sont en difficulté, j'adore venir les aider. Ok. Mais du coup, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Il faut aussi arriver à le faire de la bonne manière. Donc là, c'est pareil, vie perso, vie pro, qu'on soit collaborateur, manager, tout fonctionne de la même manière. On est tous
submergé par des émotions, hem et ces émotions vont pas forcément aider les autres. C'est-à-dire que, quand vous avez quelqu'un en face de vous, qui est en train de pleurer, bon, ben, c'est pas forcément vous savez pas forcément comment réagir. Heu, Si je prends l'exemple de l'entreprise, si vous apportez, votre aide à une personne, ou un collègue qui vous sollicite, il faut aussi s'y préparer. C'est-à-dire que, les émotions des autres, il faut aussi gérer vos propres émotions. Par exemple, moi, j'ai eu le cas, de 2 collègues. Un collègue qui a demandé justement à un autre collègue un coup de main parce que lui-même était en plein divorce et que la personne à qui il demandait ce coup de main a été elle-même divorcée. Donc il s'est dit: «Bah, tiens, en tant que divorcé, il va pouvoir m'aider» et donc ce collègue est allé voir cet autre collègue en disant: «Bah, voilà, je traverse un moment difficile, je suis en plein divorce, c'est la cata, tu es passé par là» et il s'est épanché totalement. Et l'autre lui a dit: «Bien sûr, je vais t'aider, je vais t'aider». Sauf que si l'autre n'est pas capable de gérer ses propres émotions, et ben, en fait, ce que son collègue est en train de lui expliquer et de déferler d'émotions, ça va lui faire remonter lui aussi plein d'émotions et potentiellement, ça va lui faire réouvrir plein de blessures. Et donc il y a ça aussi, c'est-à-dire que quand vous allez aider les autres, il faut aussi avoir conscience de vos propres blessures, de vos propres émotions et de ne pas vous laisser submerger par ça. Alors ça se travaille, hein, la gestion des émotions. C'est pas toujours évident, mais ça peut se travailler. Et donc l'idée, c'est de dire, OK, je ne suis pas obligée de dire oui tout le temps et à tout le monde. Je peux aussi peut-être aiguiller, de dire oui, je peux t'aider. Alors je ne peux pas t'aider directement, mais par contre, je peux te recommander telle personne qui, elle, peut t'aider. Et hop, vous repassez le ballon à quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi cette technique. Euh, Quand vous allez aider une personne, il faut y aller patiemment. Il faut faire attention aussi aux mots que vous allez utiliser. Le choix des mots est ultra important, qu'on soit un collègue, qu'on soit un manager, qu'on soit en recherche d'emploi, peu importe, c'est ultra important. Quand on dit à quelqu'un: «Non mais ça va, pleure pas pour ça», bah, l'autre effectivement si, «Ouais, pleure pas pour ça, pas la peine de pleurer, ça sert à rien de pleurer, tu es nul de pleurer», la personne va se vexer parce qu'elle va déformer ce que vous êtes en train de dire. Et donc cette capacité que nous avons tous à déformer les mots que les autres nous disent, elle est très importante et elle est encore plus importante sur internet parce que forcément entre le moment où je pense à quelque chose, le moment où j'arrive à le verbaliser, le moment où j'arrive à le traduire avec des mots, que ces mots je les écrive sur mon clavier et que la personne de l'autre côté de son ordinateur les décrypte, et ben entre ce que j'ai voulu dire, ce que j'ai écrit et ce que l'autre comprend, on a un gap phénoménal. Bah, les mots dans l'entreprise, c'est exactement la même chose. Alors dans l'entreprise, dans la famille, on a les mêmes choses. Donc en fait, quand vous dites à quelqu'un: «Oui, je vais gérer», un collègue qui vient, qui frappe à votre porte, qui dit: «Tiens, je suis à la bourre sur ce dossier, tu peux m'aider?» «Ouais, ouais, pas de souci, je vais gérer». Alors qu'en fait, vous ne pouvez pas, et ben, si vous ne le faites pas, l'autre va se sentir trahi, il va se sentir, bah, en colère, abandonné, du coup, la relation va se casser. Donc, si vous aidez les gens en entreprise, vous n'êtes pas capable de le faire jusqu'au bout, ne le faites pas. Il faut apprendre à dire non aussi en entreprise, d'une certaine manière, surtout si c'est votre manager qui vous le demande. Il faut arriver à dire non en enroulant un petit peu les choses. C'est-à-dire que c'est pas non à la personne, c'est pas non au projet, c'est non là à l'instant T, je peux pas aider. Par contre, dans X temps, je peux peut-être filer un coup de main. Ça aussi, c'est important. Souvent, quand vous allez vouloir aider les gens aussi, vous allez vouloir comparer. Comparer ce que vous avez vécu. OK, j'ai un tel qui vient me voir parce qu'il a tel problème. Ah, ça me fait penser à tel événement que j'ai moi aussi connu, alors qu'en fait, pas du tout. Imaginons, vous allez, contacter un alumni, vous lui dites: «Voilà, j'ai peur de ne pas trouver un travail» ou «Demain, j'ai peur de perdre mon travail». Et ben, si l'autre vous répond: «Ouais, je sais ce que c'est, mon entreprise licencie aussi en ce moment». Non, quand vous allez enfin, la personne ne va pas se sentir mieux parce qu'on lui dit: «Ouais, chez moi aussi ça va mal». Non, je te dis que je vais pas bien, j'ai pas envie que tu me dises que toi aussi tu vas pas bien. Donc ça aussi, c'est important. Donc en fait, je vous donne le conseil de ne pas donner de conseils. C'est pas mal celle-là aussi. Et l'idée, c'est de se dire: «OK, aider la personne à se poser des questions, aider la personne, à se remettre en question, aider la personne à trouver elle-même la réponse». Et l'idée, c'est d'aider les autres à réfléchir. On peut et c'est d'où l'intérêt de savoir écouter, de savoir soutenir, de savoir encourager, savoir reformuler. En fait, vous reprenez les phrases des gens et vous la transformez en question.
C'est-à-dire, ce que tu veux dire, c'est ça, mais du coup, comment tu imagines la suite? Quelles sont les actions que tu aimerais entreprendre? OK, donc tu me dis que tu as envie de faire telle action. C'est du coaching, hein, donc mais l'idée, c'est que ce soit en entreprise ou dans le cadre de la recherche d'emploi, quand quelqu'un vous donne une information, vous la reformulez. Donc vous me dites que si je contacte un tel de votre part, il pourrait, me donner telle et telle information. C'est oui ou c'est non. Et en fait, ça va vous permettre du coup d'ajuster votre manière d'aller échanger, d'aller continuer la relation avec les autres. Tout ça, c'est ultra, ultra important. Hem, les décisions que les autres vont prendre, dans votre vie de tous les jours, dans votre travail, ça peut aussi avoir un impact sur vous, sur votre manière d'agir. Hem, les choix des autres, ce sont leurs choix. C'est-à-dire que, peut-être que, en allant donner un conseil à un ami, vous dites: «Non, mais s'il ne suit pas mon conseil, il va droit dans le mur». Ouais, sauf que, ça ne vous concerne pas, en fait, ce sont leurs choix. Eux vont à la catastrophe, OK, mais au moins ils sont aux commandes de leur vie. Ils peuvent pas vous en vouloir et vous, vous pouvez juste les amener à réfléchir sur eux-mêmes. Donc pas de pression sur vos épaules. Donc ça, si demain vous êtes jeune manager et ben, c'est exactement la même chose. Je peux faire des conseils, des recommandations à mes collaborateurs. S'ils n'ont pas envie de m'écouter, une fois, 2 fois, 3 fois, vous pouvez pas le faire à leur place. On ne peut pas faire à la place d'une personne qui n'a pas envie de faire. Il faut aussi se dire que des fois, les personnes qui ne trouvent pas de réponse, bah, c'est peut-être qu'ils n'en veulent pas, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient vous voir tout constamment pour dire: «J'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème», alors que vous lui avez proposé des solutions, vous lui avez proposé des pistes de réflexion, il a peut-être lui-même émis un début de solution, mais s'il n'entreprend pas lui-même, se dire: «Bah, tiens, maintenant je fais ça, je me mets en action», vous ne pouvez pas le faire à la place d'autres. Donc ça va vous provoquer de la frustration forcément parce que vous, vous avez envie d'aider, vous avez envie que les choses, fonctionnent et avancent, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas faire à la place des autres. On a tous eu un collègue, qui un jour au travail a dit: «J'en ai marre, je vais m'en aller». 10 ans plus tard, vous revenez, le collègue, il est toujours là, il n'a pas bougé. Il a juste, émis une frustration, il est peut-être pas heureux au travail, mais en tout cas, il ne se met pas en action et vous avez peut-être passé des mois à lui donner des conseils, finalement, c'est vous qui êtes parti avant lui. Donc en fait, vous avez plein de personnes qui n'ont pas envie d'être aidées. Donc ça, il faut aussi en avoir conscience. C'est-à-dire ne cherchez pas à aider forcément tout le monde. Demain, vous êtes dans une entreprise. Ça fait peut-être partie de votre ADN de vouloir aider la terre entière, mais tout le monde n'a peut-être pas envie d'être aidé. Et donc ça, il faut aussi en avoir conscience et de se dire, OK, cette personne, elle est grande, elle est majeure, elle est vaccinée. Euh, je lui ai fait des recommandations, je l'ai écoutée, j'ai fait plein de choses. Ben maintenant, elle avance de son côté. Vous n'êtes pas responsable des actions des autres. Ce qui est valable dans la vie pro est aussi valable dans la vie perso. On peut faire une analogie des 2 côtés. Quand vous allez aider les autres, en entreprise ou ailleurs, essayez toujours de le faire de manière positive, toujours avec des mots positifs. L'idée, c'est de se dire: «OK, peut-être que, on a tous passé une journée où on s'est dit: "Tiens, cette journée, elle est pas ouf"». Mais en fait, il suffit de croiser une personne, qui va vous faire un beau sourire, vous allez lui rendre ce sourire et subitement, ça va un petit peu mieux. Donc en fait, c'est se dire: «OK, la journée, elle n'est pas 100 pourrie, elle est peut-être qu'à 20. OK, il y a un élément qui m'a un peu frustrée, qui m'a un peu énervée et finalement, au cours de la journée, il y a d'autres choses sympas qui se sont passées». Et en fait, plus vous allez, transformer votre esprit, votre état d'esprit en: «Je vois les choses positives» plutôt que «Je vois des choses négatives», et ben, en fait, ça va aussi vous aider au quotidien dans l'entreprise, au quotidien dans votre recherche d'emploi. Cet état d'esprit-là aussi est important. Si, et je vais en parler juste après, mais parce que ça fait un cercle vicieux. Si vous pensez positif, vous allez vous mettre en action pour obtenir des choses, pour arriver à avoir des résultats. Si vous pensez négatif, vous allez «enrayer» entre guillemets le cercle, le réseau, la chaîne qui va vous amener à faire des actions et donc vous n'aurez pas de résultats et donc ça va vous conforter dans l'idée qu'il ne fallait pas que vous démarriez quelque chose, alors qu'en fait pas du tout. C'est parce que votre état d'esprit n'était pas orienté sur du positif. Donc si vous êtes en recherche d'emploi,
c'est aussi important d'avoir un état d'esprit ultra positif et de vous entourer de personnes positives. Ça aussi, c'est important. Ensuite, on va essayer quand on va, travailler sa sociabilité, on va aussi susciter l'adhésion. Donc l'objectif, ça va pas être de manipuler, les gens ou d'avoir, du pouvoir sur eux. L'idée, c'est d'arriver à faire équipe avec les gens. Donc ça, c'est important si demain vous allez travailler en entreprise, quand vous allez, intégrer un groupe. Alors même si vous êtes freelance, indépendant, vous allez travailler en équipe, peut-être avec d'autres freelances, peut-être avec des salariés, peut-être avec un mix des 2. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises travaillent avec des salariés, des freelances. Ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc là, hop, on remonte en avant ou on s'intéresse à eux, on leur pose des questions parce que chaque personne a des besoins différents, en fonction de son statut, en fonction de son âge, en fonction de son moment de vie qu'elle est en train de vivre, et de son éducation, de plein de choses et donc plus on arrive à comprendre les besoins de chacun, plus on arrive à faire corps avec eux et du coup à travailler en équipe et ça va être aussi important. Hem De base, dans une entreprise, on préfère toujours travailler avec les gens, qui, sont d'accord avec nous, qui sont un peu dans notre camp et parce qu'on a la même vision et en fait, si vous comprenez les besoins des gens, vous allez arriver à leur partager une vision, vous allez arriver à partager tous ensemble la même vision. Vous n'aurez pas les mêmes, actions pour aller vers cette vision, mais en tout cas, vous la partagerez et ça, c'est quand même important et ça, que vous soyez un collaborateur ou un manager, c'est essentiel. Et dans l'entreprise, les gens, ils vont avoir envie, de savoir qu'ils comptent pour vous, qu'ils ont de l'importance. Plus vous serez, intéressé, plus vous allez vous montrer vraiment intéressé sur eux, vous impliquer dans des conversations, plus vous allez déjà avoir de la chance de vous en rappeler, ça c'est aussi important. Et par exemple, vous pouvez prendre des notes. Si vous dites: «Bah non, moi j'ai une piètre mémoire», prenez des notes, c'est pas grave. Les commerciaux, ils le font, hein, toutes les infos qu'ils ont sur un client, c'est rentré dans un CRM. Bon, bah, vous pouvez avoir votre CRM de, «Vie ma vie au bureau», c'est tout à fait possible. L'idée, ça va être de nouer des liens perso. Alors je dis pas de tout savoir sur la vie perso, mais c'est de découvrir des points communs, en fait, avec une personne, qui peut-être au début, on n'avait pas d'atome crochu. Je prends l'exemple justement de ces différences de génération qu'on peut avoir au travail. Vous arrivez dans une entreprise, je sais pas, c'est une équipe ultra jeune ou au contraire, c'est une équipe très mixte, il y a des jeunes et il y a des seniors et on sent qu'il y a une petite tension peut-être, entre les générations, hein, c'est tout à fait possible. Et bah, se dire: «OK, j'ai besoin de comprendre les besoins de chacun». Les besoins d'une personne de 25 ans ne sont pas les mêmes que d'une personne qui a 35, 45 et 55 ans. Parce qu'on n'est pas aux mêmes étapes de notre vie. On n'a pas les mêmes enjeux derrière. Celui de 55 ans, il est peut-être plus en train de se dire: «Bah, tiens, comment je peux, transmettre ce que je sais à un plus jeune?» Celui qui a 35 ans est peut-être plus en mode, «Je veux construire ma vie de famille. Donc mon travail en ce moment, c'est peut-être pas le truc le plus important». Celui qui a 45 ans est peut-être en train de se dire: «Je me pose des questions. Est-ce que je change d'entreprise? Est-ce que je change de métier? Tiens, je ferais bien une reconversion». OK. À chaque moment de notre vie, mais c'est pas une question d'âge, hein, c'est vraiment une question de: «Aujourd'hui, mon besoin, c'est ça». Il y en a qui peuvent penser enfant à 25, d'autres à 35, d'autres à 40. L'idée, c'est de se dire: «Bah, tiens, à ce moment-là de ma vie, moi, j'ai tel objectif, j'ai tel enjeu, j'ai telle chose dans ma tête et c'est, bah, comment je peux arriver à m'aligner pour répondre aussi aux besoins de l'ensemble d'une équipe». Et donc ça, c'est toujours important quand vous allez intégrer une équipe avec des âges, des personnes qui viennent d'horizons totalement diverses et bah, se dire: «Bah, OK, je vais m'intéresser à ces personnes, je vais leur poser des questions et plus je vais apprendre à les connaître, plus je vais apprendre à les comprendre, et plus ce sera facile pour moi aussi de travailler avec eux». Et donc ça, c'est pour le coup, c'est vraiment essentiel. Plus, comme je disais, plus vous allez apprendre à les connaître, plus vous allez créer des liens et donc vous allez trouver des atomes crochus. Peut-être que vous partagez la passion pour X ou Y chose, peut-être que, même si vous n'avez rien en commun, vous allez partager une qualité qui est peut-être le côté, le fait de, créer du lien dans une entreprise. C'est peut-être, le côté un peu curiosité de la vie de tous les jours, peut-être un intérêt pour la vie politique, la vie économique. Il y a forcément quelque chose qui peut vous unir, et sur lequel qui peut être un terrain d'entente qui va vous aider plus facilement à travailler avec les autres personnes. Hem On n'est pas dans l'entreprise pour faire des flatteries, pour faire des louanges à tout va. On le sait, la flatterie a plutôt tendance à manquer de sincérité. C'est ce que j'appelle moi souvent des faux compliments. Par contre, les louanges, vous pouvez, et ça aussi, ça va vous permettre de créer du lien en entreprise avec d'autres personnes, c'est le fait de, remercier, féliciter.
Et ça fait partie des mots-clés, je crois qu'on avait vu d'ailleurs pendant le webinaire sur LinkedIn, des mots-clés qu'on peut utiliser dans le réseau. On l'utilise aussi dans la vie professionnelle. Bravo pour la soirée, bravo pour l'organisation, félicitations pour, la présentation devant le client, félicitations pour le projet que tu as rendu en temps et en heure. Simplement le fait de remercier, les Américains, ils utilisent le terme des kudos, c'est-à-dire qu'en fin de réunion, on fait un kudos à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on remercie quelqu'un pour une action, bravo, merci, félicitations. Et l'idée, c'est de se dire, OK, on va pas en abuser, mais se dire, bah, tiens, je marque une attention à cette personne parce qu'elle a fait telle action. Ça va peut-être pas révolutionner l'organisation de la boîte, mais en tout cas, c'est simplement lui montrer que je reconnais qu'elle a fait quelque chose de bien. Et ce petit côté de reconnaissance, eh ben, mine de rien, ça plaît. Et vous avez des personnes qui en ont besoin. Et ça en ont besoin. Dès lors que vous avez compris le besoin de la personne en amont, elle a besoin de reconnaissance, elle a besoin, je sais pas moi, de travailler en équipe, elle a besoin de progresser. Et ben, les personnes qui ont besoin de progresser dans votre équipe, vous allez les aider à se former, à se développer, à apprendre de nouvelles choses, à partager des choses avec d'autres personnes. Parce qu'une personne qui aime apprendre, elle aime potentiellement partager. Et donc, peut-être que ça peut devenir quelqu'un qui va former d'autres personnes dans l'équipe. Tout ça, ça joue un rôle. Et en fait, plus vous arrivez à comprendre les gens, plus vous allez arriver à mieux vous adapter, à mieux vous intégrer dans une entreprise. Et ça, c'est ce qui va clairement vous permettre bah, de prendre votre envol, de développer votre carrière. Et même si aujourd'hui vous êtes en recherche d'emploi, bah, vous pouvez faire la même chose parce que c'est ce que vous allez faire avec votre réseau. Arriver à aller vers des gens que vous ne connaissez pas, qui de première vue, vous ne partagez pas la même chose avec eux, et vous allez apprendre à les connaître, apprendre à connaître leurs besoins, et du coup, vous allez apprendre à susciter l'adhésion parce que vous allez réussir à trouver un atome crochu qui va vous permettre de créer du lien régulièrement avec ces personnes. Et ça c'est ultra important. On aime tous être aimés, à moins d'être un sociopathe, mais de base, c'est un fait. Heu, on aime tous recevoir de l'affection. Je connais personne qui me dise: «Non, non, moi l'affection, c'est pas trop mon truc». Non, ça existe pas. Et généralement, l'affection, c'est assez réciproque. Si quelqu'un nous aime bien, bon, bah, ou si nous, on aime bien une personne, enfin, on va pas aimer une personne qui nous aime pas en retour. Généralement, on aime une personne qui nous aime bien, quoi. Donc l'idée, c'est de se dire: «OK, si les gens nous apprécient, et ben, du coup, ils vont avoir beaucoup plus de facilité à coopérer avec nous. Parce qu'ils savent que je les apprécie. C'est-à-dire que si régulièrement j'ai remercié un tel, il sait que son travail est apprécié, donc il va avoir envie de travailler avec moi. Tout ça, c'est une manière aussi d'arriver à vous imposer dans une entreprise, dans une équipe, dans un réseau, quelque part, pour qu'on se souvienne de vous. Et ça aussi, c'est ultra important. N'ayez pas peur en entreprise d'utiliser aussi un peu de l'humour. Vous pouvez vous détendre. On n'est pas tous, toutes les entreprises ne cherchent pas forcément à avoir des choses, hem, des gens ultra carrés. Et puis avoir de l'humour, c'est aussi une qualité importante pour être aimé et respecté, mine de rien. On aime les gens drôles. Alors j'ai pas dit des clowns, hein, mais le fait de, vous intervenez sur un dossier, vous arrivez à faire rire un peu votre interlocuteur, bon, bah, ça va lui permettre de nouer encore un peu plus de contact avec vous. Donc ça aussi, c'est important. On n'est pas dans la blague carambar, on n'est pas dans la vanne méchante sur un autre collègue, hein, les méchancetés gratuites ou les mots blessants, on oublie. On va pas se moquer des autres, on va toujours respecter l'autre dans sa singularité, c'est quand même ultra important. Mais par contre, on peut faire des petites blagounettes de temps en temps, c'est pas gênant. Ça détend l'atmosphère et ça permet de créer du lien. Ça, c'est indéniable. Hem, Quand vous allez, et je le vois, pour faire aussi après le lien avec les différents types de managers que vous allez croiser dans votre vie. Souvent, quand il y a des altercations dans l'entreprise, vous êtes sur un dossier, votre collègue est sur un autre dossier, vous ne vous entendez absolument pas, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, et ben, vous n'allez pas démarrer la réunion en disant: «Non, mais ça va pas du tout, tu t'es totalement trompé, c'est pas ça qu'il fallait faire». Non, généralement, ça va pas détendre l'atmosphère. Une petite technique de négociateur dans ces cas-là pour désamorcer la situation. Hem, Placez-vous à côté de la personne plutôt que de vous mettre en face d'elle. Vous allez vous glisser à ses côtés et vous allez du coup tout doucement, alors vous allez même baisser d'un ton quand vous allez lui parler pour pas être trop dans les aigus, et plutôt que de dire: «C'est faux», dire plutôt: «C'est
pas totalement ça, c'est pas très exact. Ou alors c'est, je suis pas d'accord avec toi, heu, ou je vois les choses différemment. Alors c'est très politique, hein, c'est vrai, vous avez totalement raison de penser ce genre de choses. On commence toujours comme ça en politique. Cependant, je vois les choses différemment et hop, on peut développer. Après, vous pouvez dire: «Bah, tiens, sur toute l'argumentation de la personne en face, il y a peut-être un élément sur lequel, vous êtes d'accord». Bah, écoute, tout à fait, sur ce point-là, je suis totalement d'accord avec toi. Tu as raison, c'est, totalement exact. Par contre, j'avoue que j'ai un peu plus de mal sur ce point-là et ce point-là. Si tu permets, je vais t'exposer mon point de vue et on va essayer de trouver, un compromis, quelque chose qui va nous permettre tous les 2 d'avancer sur ce dossier. Et en fait, si vous arrivez à dire les choses de manière beaucoup plus calme, en fait, quand vous vous engueulez avec un collègue, si vous baissez le ton, ça va obliger l'autre à baisser le ton aussi pour pouvoir vous écouter. Parce que si d'un coup, vous parlez de moins en moins fort, l'autre est obligé, oui, de prêter attention à ce que vous dites, et donc du coup lui-même d'être moins dans, «Je me mets à hurler». Donc ça, c'est aussi une technique de négociation pour apaiser si jamais demain vous rencontrez ça dans l'entreprise. On se place à côté, on change son vocabulaire et on parle moins fort pour arriver à trouver le point, le dénominateur commun qui va vous permettre de relancer la discussion. Et sinon, bah, il faut mettre court à la discussion en disant: «Bah, écoute, c'est pas grave, on n'a pas réussi à s'entendre, on arrête là, ça sert à rien d'aller plus loin dans la confrontation». Ça peut faire ça, quoi. Hem, Ça, c'est pour la susciter l'adhésion. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si c'est, clair jusque-là, n'hésitez pas. Parce que alors moi, il y a plein de sujets qui me viennent en tête et et que j'adore parler. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà rencontrées vous, en entreprise, dans votre manière de réseauter? Parce que là, du coup, on aborde plein de choses aussi dans prendre son envol. C'est à la fois, comment je prends mon envol en étant dans l'entreprise et comment je prends mon envol pour essayer d'intégrer cette entreprise. J'essaye d'aborder un peu les 2 sujets. N'hésitez pas à me dire si c'est des choses que vous avez, déjà, rencontrées, dans votre quotidien. Ça peut être, très sympa d'échanger aussi sur le sujet. Hem, Trouver sa place dans l'entreprise, c'est aussi important si on veut réussir sa carrière. Parce que l'idée, c'est de se dire: «OK, il faut apprendre à connaître votre manager ou votre direction», hein, le directeur aussi, celui à qui vous allez, reporter est aussi, ultra important. Et donc, il faut arriver à se poser toutes ces questions. C'est jamais, ni tout blanc, ni tout noir. C'est pas, «C'est lui qui a tort, c'est moi qui ai raison». Non. Heu Si vous voulez trouver votre place dans l'entreprise, il faut vous dire que, quand il y a une situation qui va bien ou qui va pas bien, on est forcément responsable à 50 de la relation que l'on a avec son patron, avec son boss, avec ses équipes aussi, hein, ça marche aussi. Heu, on a 50 de responsabilité dedans. Donc en fait, il faut avoir conscience, il faut prendre part vraiment dans ses responsabilités pour essayer de prendre soin de cette relation. Si vous laissez une situation se dégrader, ça ne peut pas s'améliorer. Si au contraire, vous dites: «OK, là, il y a un truc qui s'est très mal passé, je vais aller discuter avec la personne pour comprendre pourquoi ça s'est passé et pour essayer de résoudre ça», ça va être ultra important. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça marche à tous les coups parce que, vous allez forcément rencontrer des managers ou des directions un peu fermées. Et l'idée, c'est de se dire: «OK, dès lors que je comprends toujours le besoin de la personne et ses difficultés, et ben, je sais comment m'adapter et je sais comment peut-être rééduquer cette personne pour qu'elle se comporte mieux avec moi ou avec les autres, et pour que ça ne me blesse pas non plus moi par rapport à mon quotidien et que ça ne me pénalise pas non plus». Ça aussi, c'est important. Oubliez jamais que votre patron, votre manager, c'est une personne comme tous les autres. Et ils ont besoin de 3 choses. La première chose qu'a besoin d'un manager ou une direction, c'est de feedback et si possible, de feedback aussi positif et de suggestions d'amélioration. C'est-à-dire que, quand vous allez voir votre patron, si c'est toujours pour râler, et ben, on est sur du Pavlov, hein, il va assimiler votre rencontre à quelque chose de négatif. «Oh là là, Marc-Antoine, quand il vient, c'est que pour râler, merci bien, quoi». Donc forcément, quand vous allez le voir, c'est forcément que pour râler, donc c'est jamais sympa. Donc il va avoir un sentiment négatif à chaque fois qu'il va vous voir.
Donc ça ne va pas être engageant pour lui de discuter avec vous, de vouloir faire quelque chose pour vous. Rappelez-vous, hein, ce qu'on a dit avant, le fait de comprendre l'autre, on a envie de l'aider, pour, créer un collectif. Si vous ne comprenez pas le besoin de votre patron, si vous n'êtes pas positif avec lui, si vous n'arrivez pas à créer du lien, il n'aura pas envie de collaborer avec vous et donc vous allez vous retrouver sur la touche. Et ça arrive quand même assez souvent. Donc ça, c'est ultra important. Donc quand vous allez voir votre patron, il faut aussi de temps en temps, comme on le ferait avec les autres, le fameux kudos, le féliciter, le remercier. «Ah, merci, boss, pour tel truc, c'était cool. Ah, merci truc, pour tel truc. Merci, ou félicitations, pour, telle action» ou, «Merci d'avoir parlé de moi pour ce projet». Hem, ou «Félicitations pour les résultats obtenus». Peu importe ce que c'est, l'idée c'est qu'il a aussi besoin d'être rassuré dans son rôle de manager, de patron. Donc c'est aussi votre job à vous de rassurer l'autre. Et ça, on en reparlera quand on parlera à un moment donné aussi des entretiens, de l'importance de rassurer l'autre. Hem, Aussi d'amener des axes d'amélioration, des suggestions d'amélioration. Pourquoi? Parce que votre manager, il ne peut pas savoir si tout est nickel. Il a aussi besoin de retour d'expérience. Donc en fait, quand il est avec vous, il a besoin ou quand il vous propose un plan d'action, il a aussi besoin de se dire: «OK, ça c'était cool, ça c'était moins cool. On aurait aimé que ça se passe comme ça. On aurait aimé avoir tel type d'information à tel moment. On aurait aimé avoir tel outil. On aurait aimé avoir tel budget. On aurait» voilà. Se dire: «Bah tiens, est-ce que c'est envisageable? Serait-il judicieux la prochaine fois d'avoir telle chose?» C'est pas «on veut ça», c'est, «serait-il possible? Serait-il judicieux? Est-il envisageable?» Hem, une technique de négociateur, c'est, d'amener la question avec: «Dans quelle mesure est-il possible?» Donc c'est: «Dans quelle mesure est-il possible d'avoir une personne supplémentaire la prochaine fois qu'on fait un projet?» Dans quelle mesure est-il possible, d'avoir un budget un peu plus conséquent la prochaine fois? Dans quelle mesure est-il possible, d'avoir peut-être 2 semaines de plus pour travailler ce projet la prochaine fois? Et en fait, la personne, elle va pas vous répondre par oui ou par non. Du coup, on est sur une question ouverte et c'est aussi ce que vous attendez de votre futur manager, de votre patron et ce que vos collègues vont aussi attendre de vous si vous êtes manager, c'est d'aussi, d'avoir ce genre de retour et d'être capable de l'entendre. L'idée, ça va être aussi de d'avoir l'opportunité de vous créer de la valeur, c'est-à-dire, de vous mettre en avant. C'est-à-dire que faire preuve d'initiative, venir avec des idées, venir avec des projets, soumettre des idées. On ne dit pas qu'il faut les développer, il faut déjà les soumettre. Que pensez-vous de telle idée? Que pensez-vous de tel projet? Auriez-vous envie d'essayer tel outil? Pensez-vous que si je travaille avec un tel, ce serait plus pertinent? C'est aussi l'intérêt, c'est-à-dire qu'aller vers l'autre pour le questionner, pour lui demander son avis, pour et valoriser le retour qu'il va vous en faire. Ça aussi, ça va être important. Et comme tout être humain, votre patron, votre manager, votre direction, l'ensemble de vos collègues, ils ont besoin de respect et d'estime. Exactement comme vous, en fait, hein. On n'a pas envie d'être entouré de faux culs ou de flatteurs. On veut des gens sincères. Tout le monde utilise le terme authentique, bienveillant. Vous lui mettez le mot que vous voulez, mais l'idée, c'est, d'être soi. On ne se transforme pas face à son patron, face à ses collègues, mais par contre, on apprend à dire les choses d'une certaine manière. Toujours parce que on comprend le besoin de l'autre derrière, on sait, on connaît un peu sa vie et on sait comment dire les choses pour que la personne ne se vexe pas et que ça ne casse pas le collectif. Ça, c'est ultra important. Donc on n'a pas peur de se confronter, on va dire les choses, mais on met un peu d'eau dans son moulin pour pas que la personne soit, vexée et que ça casse totalement la relation. Ça, c'est ultra important et encore plus si vous travaillez demain dans une entreprise, j'ai envie de dire où c'est, multigénérationnel parce que vous allez rencontrer des personnes, d'âge, d'expérience, de vécu différents et qu'il y a forcément la possibilité et l'intérêt de prendre du bon dans chacun. C'est pas les jeunes ceci, les vieux cela, ah, pas du tout, hein. Donc il faut vraiment arriver à se dire: «OK, telle génération ou telle personne peut apporter telle connaissance à telle personne, qui peut apporter telle connaissance à telle personne et qui peut aider telle personne de telle manière». Et ça, si on arrive à le comprendre et qu'on arrive à bien l'utiliser, la boîte, elle tourne super bien. Hem, je crois que c'était Accenture qui avait fait une enquête sur le sujet, sur la diversité dans l'entreprise et qui avait démontré que, des entreprises
où il y avait beaucoup plus de diversité et d'inclusion étaient des entreprises qui se portaient bien mieux que d'autres entreprises. Parce que cette richesse de diversité, cette richesse de parcours, de vécu, d'expérience, faisait que tout le monde s'auto-alimenter de la vie de l'autre. C'est-à-dire que, bah, moi, j'ai vécu telle situation, et dans ma culture, ça se passe de telle manière et donc en fait, ça permettait aux gens de mieux se connaître, de mieux se comprendre et dès lors qu'on se comprend mieux, on comprend mieux les besoins des uns et des autres et donc on arrivait à créer un collectif et à créer quelque chose où tout le monde avait la même vision. Parce qu'il y avait cette compréhension de tout le monde. On n'est pas d'être d'accord avec tout, mais en tout cas, on comprend les besoins et les envies des autres. Et ça, si vous arrivez à l'appliquer demain dans l'entreprise, vous êtes les rois du monde. Carrément, les rois du monde. 10 types de patrons que vous allez rencontrer. Vous les voyez, le chef colérique, le chef toxique, le chef paranoïaque, le chef séducteur, le chef too much, le chef passif, le chef anxieux, le chef obsessionnel, le chef chaotique et le chef sacré. Ça, c'est un peu les 10 types de managers que vous pouvez croiser. Il y a une certaine manière pour se comporter avec eux, en fonction des situations, de ce qui est dit, pour apprendre un peu à éduquer son boss. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je serais ravie d'en faire un webinaire à proprement parler, parce que ça c'est au moins 1 heure et demie de webinaire sans problème. L'idée, c'est que demain, face à ces différents types de comportements, en sachant qu'un comportement peut dévier vers un autre, en plus, ils ne sont pas exclusifs, c'est de retenir que quoi? On va toujours présenter des solutions plutôt que des problèmes. Moi, je le dis souvent à mes collaborateurs, c'est ne viens pas avec un problème, viens avec une solution. C'est j'ai rencontré telle problématique, je l'ai analysée, voici 3 solutions que j'envisage, mais j'aimerais ton avis. OK, ça, je veux bien l'entendre. Mais si tu viens simplement me dire: «Ah, ça va pas», non, non, qu'est-ce que tu me proposes pour que ça aille mieux, en fait? C'est ça qu'on a envie d'entendre. Donc c'est ça aussi votre comportement demain dans l'entreprise, ça va être important. Et ça, c'est aussi une technique que vous pouvez utiliser dans votre recherche d'emploi. C'est-à-dire que vous ne venez pas avec un problème. C'est pas, «Je cherche un emploi, mais c'est compliqué, je suis jeune, c'est difficile». Non, ça c'est le problème. C'est quoi la solution que tu proposes? Quelle est ton offre de service? Vous savez, j'ai compris que vous aviez tel besoin ou telle problématique dans l'entreprise. Si vous me recrutez, je vais pouvoir vous aider sur tel et tel sujet. C'est exactement la même chose. Vous venez avec une solution plutôt qu'avec un problème. Ce qu'il faut, c'est apprendre à analyser le comportement de votre patron, analyser son comportement non verbal aussi. Ça va vous aider aussi à ajuster votre manière d'agir avec lui. Comprendre ses motivations, c'est-à-dire se dire: «OK, quels est, ses enjeux? Quelles est ses problématiques? Quelles sont ses angoisses?» parce que votre patron doit forcément, reporter des informations lui-même à sa hiérarchie et donc quel est le poids que lui impose la hiérarchie et qui, du coup, redéverse sur vous. Et en fait, plus vous allez communiquer sur vos motivations, à court ou long terme avec votre patron, et en fait, plus vous allez arriver tout doucement à ce que lui aussi s'ouvre à vous, vous écoute et en fait, la discussion va à nouveau se réouvrir. Et là, c'est de la communication, tout simplement. Hem L'idée, c'est aussi de rester visible de rester dans le viseur de votre manager. C'est-à-dire, c'est faire des points réguliers avec lui. Imaginons, à une réunion, votre manager s'est énervé, vous a reproché quelque chose. OK, proposez une solution. Écoute, ce que je te propose, c'est que la prochaine fois, je vienne te voir toutes les semaines, on fait un point sur le dossier, comme ça tu vois comment j'avance et tu peux me dire si je suis sur la bonne voie ou pas. Comme ça, la prochaine réunion, tu auras quelque chose de beaucoup plus pertinent. Vous venez avec une solution. On ne peut pas vous dire: «Non, non, tu te démerdes», c'est juste pas possible. Après, l'idée, c'est de se dire: «J'ai des objectifs pro, je vais faire en sorte qu'ils soient franchement nickel, et je vais montrer les actions que je mets en place pour aller vers ces objectifs, pour avoir des bons résultats». On n'est pas des bisounours dans le monde de l'entreprise, ça vous l'aurez pas vous l'avez certainement déjà remarqué. Du coup, on va apprendre à noter. On le sait tous, les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc demain, quelle que soit votre relation dans l'entreprise, pensez à noter, pensez à des feedbacks écrits, pensez à des comptes rendus. Quelqu'un vous fait un reproche pendant une réunion, dans un couloir,
vous lui faites un mail en disant: «Bah, voilà, je te remercie pour la remarque que tu m'as fait, tel jour à telle heure dans tel couloir ou lors de telle réunion. J'ai bien pris acte du fait que tu me reprochais ça, 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 ça. Je te propose de mettre en place telle et telle procédure ou telle et telle solution pour essayer d'améliorer cela, si tu en es d'accord». C'est un acte écrit. Demain, s'il se passe quoi que ce soit, vous pouvez ressortir les écrits en disant: «Ben voilà, j'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de faire ça, j'ai jamais eu de retour de mon manager, j'ai jamais eu de retour de la direction. Donc effectivement, vous ne pouvez pas me reprocher d'avoir été mauvais». Et ça, c'est ultra important, d'avoir ce genre de procédures aussi qui vont vous éviter d'avoir des ennuis, professionnellement. Et les ennuis, vous inquiétez pas, ils arriveront. On va aussi apprendre à dire non. Alors c'est pareil, ça c'est presque l'objet d'un webinaire à lui tout seul, enfin, d'une formation. On ne dit pas non de manière sèche, on va le dire de manière constructive. C'est-à-dire qu'on va commencer par remercier son manager de vous avoir proposé telle et telle chose, et on va décliner l'offre en disant, bah voilà, tu as besoin de moi sur ce dossier, ou ce dossier doit être fait pour telle date. À l'heure actuelle, moi, mes priorités, c'est ça, ça et ça. Donc, si tu veux que ce dossier soit fait pour telle date, ça veut dire que ces autres dossiers ne sont plus prioritaires. Est-ce que tu es d'accord avec ça? S'il vous dit: «Bah non, tout est prioritaire», oui, mais tout est prioritaire, mon temps n'est pas extensible. Ou si mon temps est extensible, c'est comment tu valorises mon temps. Aujourd'hui, par rapport à mon contrat, il est stipulé ça, ça et ça. Je veux bien faire un effort, mais comment tu rétribues cet effort que je vais réaliser? Qu'est-ce que j'ai en échange en fait? C'est je fais un pas vers toi, mais quel pas toi tu fais vers moi? Et l'idée, c'est de se dire: «OK, c'est le». Faut pas oublier que le contrat de travail, c'est un contrat marchand. C'est-à-dire que, j'achète vos compétences en échange d'une rémunération. Donc en fait, tout se négocie au quotidien dans l'entreprise. Moins vous allez, négocier, enfin, plus vous allez accepter les choses sans négocier, plus pour l'autre, ça devient évident. «Non, mais il a toujours dit oui, il a toujours été d'accord pour faire telle et telle chose, et là, d'un coup, il décide de me dire non». Ah ben non. Et il faut amener le non, dans la discussion, en disant: «Bah, voilà, là, c'est pas possible, mais par contre, je peux te proposer telle solution. Si tu me donnes X jours de plus, je peux te permettre de faire ça. Si le dossier, tu le répartis dans les 3 auprès de 3 personnes, moi, je peux m'occuper de cette partie-là. Mais du coup, ça veut dire que tu dois trouver d'autres personnes pour les autres parties. Et si vous trouvez un accord, une trace écrite». Bah oui, parce que sinon, c'est trop facile. Donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes dans le monde de l'entreprise. Je ne dis pas que c'est facile à mettre en place. Souvent, la première fois qu'on dit non, ou la première fois qu'on veut, faire une réunion avec son patron parce qu'on s'est fait, clasher en pleine réunion ou quoi que ce soit, c'est toujours très, très dur. Et ça, c'est parce que ça vient de la gestion de vos émotions. Si c'est difficile, plus vous apprenez à gérer vos émotions, et plus ce sera facile, de, réagir, de la meilleure manière qui soit, face à une personne, que ce soit un collègue, un client, un fournisseur ou un patron. Parce que ça, c'est des choses qui vous tiraillent de l'intérieur, en fait. Donc ça joue avec vos valeurs et avec vos émotions. C'est un petit mix un petit peu des 2. On est bienveillant dans l'entreprise, alors c'est un grand mot, voire un vilain mot en ce moment, mais l'idée, c'est pas de se laisser faire, c'est pas de se laisser marcher, dessus. Je sais que parfois c'est difficile, mais le fait de vous faire respecter des autres, c'est aussi une manière de vous respecter vous-même, et ça, c'est essentiel. Le fait de prendre soin de vous faire plaisir, et d'avoir conscience qu'il y a pas que le travail dans la vie. On reprend le petit carré de vie, du départ, et de se dire: «Bah, si je veux réussir demain, si je veux réussir après-demain, si mon début de carrière, doit être, réussi et me permettre d'être épanouie aussi, c'est pas pour autant que je dois marcher sur mes valeurs et sur qui je suis». Donc vous arriverez à vous faire respecter le jour où vous-même, vous vous respecterez, et ça, c'est vraiment important, et ça, c'est travailler du coup, énormément sa confiance en soi, qui est juste essentielle. D'où vient souvent notre manque de confiance en nous? C'est plein de choses. On a peur. Peur du «qu'en dira-t-on?», peur de ce que les autres vont penser, c'est parfois fondé et parfois infondé, hein. C'est parce que ça fait déjà 3 fois qu'on se mange des gamelles et que, bah, là, on n'a plus envie que ça recommence. Alors c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas analysé comment on n'a pas analysé nos échecs, donc on ne sait pas comment rebondir et comment le faire différemment. Donc on refait exactement la même chose, donc forcément on retombe dans les mêmes travers. Donc ça aussi, c'est important. Donc la perception du regard des autres, j'en ai parlé. La méconnaissance de soi, bah oui, vous ne savez pas ce qui est important pour vous, vous ne connaissez pas assez vos valeurs, vous n'êtes pas assez questionné, sur, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez confiance en vous ou pas?
qu'est-ce qui fait que vous êtes fiers de vous, et c'est des bêtes choses, mais vous avez plein de bouquins comme ça, avec les fameux 3 kiffs par jour. C'est OK, je me fais des compliments, et ben c'est important, et ça va aussi travailler votre confiance en vous. Le regard que vous allez avoir sur vous-même. Si vous êtes tout le temps en train de vous dévaloriser, en train de vous critiquer, non, mais je suis nulle, j'y arriverai pas. Bah oui, forcément, vous n'allez pas y arriver. Donc ça aussi, c'est ultra important. Euh, et l'absence passée et actuelle d'encouragement, essentiel. Très souvent, je démarre souvent mes formations de confiance en soi en disant aux gens, si vous n'avez pas confiance en vous, remerciez vos parents. Mes parents ne sont pas très contents. Parce que oui, ça, c'est une grande part qui vient de l'éducation, et c'est comment je peux reconstruire cette confiance en moi si je n'ai pas été assez valorisée quand j'étais plus jeune. Et cette valorisation, elle va passer par vous, en fait. C'est vous qui allez reconstruire votre confiance en vous, c'est vous qui allez vous valoriser, c'est vous qui allez mettre des mots sur vos réussites, sur vos échecs, sur ce qui est bien, sur ce qui n'est pas bien, et c'est vous qui allez en prendre conscience. Et plus vous allez prendre conscience de ça, plus vous allez prendre conscience de vos valeurs, de votre force, de vos atouts, de vos compétences, de vos qualités, de tout ce que vous pouvez apporter aux autres. C'est un petit lien du coup avec l'ikigai, ce que je peux apporter au monde de positif, et qui va me permettre d'être payée pour ça. Et bien, plus vous avez conscience de ça, plus vous allez avoir confiance en vous, et plus vous allez être en mesure d'en parler aux autres. Les autres vont le ressentir parce que vous aurez un peu le feu sacré en vous, parce que vous êtes convaincu de tout ça. Et puis les autres auront envie de vous suivre parce qu'ils vont adhérer à ça et qu'ils vont vous faire confiance. Et donc ça, c'est essentiel. Et on le voit, hein, souvent les gens disent, mais pourquoi les gens suivent telle personne? Parce que cette personne, elle a tellement confiance en elle que ça se sent, et qu'on a envie d'aller vers des gens qui ont confiance en eux. Parce que des fois, on n'a nous-mêmes pas assez confiance en nous. Donc, on va chercher des leaders qui, eux, ont confiance en eux et qui vont, on l'espère, nous aider à nous aussi avoir un peu plus confiance en nous. Pas forcément toujours le cas, mais donc ça, c'est aussi important de bien se poser un petit peu toutes ces questions. Euh, L'idée de développer sa confiance, ça va être de vous persuader que vous avez de la valeur. Ça, c'est important. Vous valez quelque chose. Vous n'êtes pas parfait, OK, mais se dire que vous pouvez réussir. C'est-à-dire, avoir conscience que, vous avez plein de possibilités, que vous avez des limites aussi, mais qu'il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. On est optimiste, on n'est pas naïf, mais on est optimiste. On va voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est apprendre à être fier de votre parcours, quel qu'il soit un parcours à trous, un parcours linéaire, un parcours, en dents de scie, en montagne, en ce que vous voulez. Quels que soient les choix que vous avez pu faire à une époque, les changements de direction que vous avez pu prendre, il faut en être fier et se dire que ça fait votre force, et c'est ce qui fait votre personnalité, c'est ce qui fait que les gens, c'est ce qu'ils viennent chercher aussi chez vous. C'est toujours arriver à tirer un enseignement, de tout ce que vous avez pu vivre et qui va vous permettre de progresser. Ensuite, comment on développe sa confiance? C'est on va oser, on va faire, on va rêver, on va agir, on va refaire, on va re-rêver, on va re-agir, et c'est d'y aller au culot. On abolit la phrase de «oui, mais». Non, il y a pas de c'est «oui», mais il n'y a pas de «mais» derrière. Si vous commencez une phrase avec un «oui, mais», c'est que déjà vous êtes en train de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est un peu dommage. Hem, Même si vous rencontrez des obstacles, c'est de se dire: «OK, quel est l'escalier?» Vous savez, le fameux escalier des petits pas. Quel escalier je peux mettre en place pour essayer de m'en sortir? Auprès de qui je peux aller prendre conseil, pour essayer de m'en sortir? Si demain vous avez des difficultés, c'est pas, «Ouais, j'y arriverai jamais». Bah non, si vous dites déjà que vous n'y arriverez jamais, forcément vous n'y arriverez pas. C'est: «OK, j'ai telle difficulté, quelles sont les solutions?» On en revient à la relation avec son manager, c'est: «Je viens pas avec un problème, je viens avec des solutions». Bah, on l'applique aussi à soi-même, en fait, et ça va être ultra important. Si les gens vous font des critiques, OK, on les accepte si elles sont constructives. C'est-à-dire que si elles peuvent vous apporter quelque chose et vous aider à voir les choses autrement, et ben, ça va être mieux. Ça va vous aider peut-être à accepter un peu plus l'échec. Peut-être que ça va vous apprendre à dire non si vous vous êtes rendu compte que vous disiez trop souvent oui à tout le monde. Et puis, ça va aussi vous permettre d'assumer que vous ne pouvez pas tout savoir et tout faire, et qu'il faut apprendre à déléguer. C'est aussi ça, avoir confiance en soi, c'est se dire: «OK, j'ai confiance en moi, donc si j'ai confiance en moi, j'ai aussi confiance aux autres. Je délègue, j'assume», et c'est encore plein d'autres choses. Un petit exercice que vous pouvez faire chez vous, par exemple, c'est quand vous allez écrire, vous pouvez commencer par, «Je suis fière de»,
Et vous allez essayer de me trouver 5 choses, et puis 10 choses, et puis 15 choses. Moi, en coaching, les gens, je leur demande d'aller jusqu'à 100 réalisations pour lesquelles ils peuvent avoir un peu de fierté. Alors, je dis un peu de fierté, il n'y a pas besoin d'être méga fier. Ça peut être le premier job étudiant que j'ai trouvé, je l'ai trouvé tout seul comme un grand. OK. Ma première paye, voilà ce que j'en ai fait. OK, vous avez le droit d'en être fier. J'ai acheté ma première voiture tout seul. OK, vous avez le droit d'en être fier. La première fois que j'ai fait une présentation devant un groupe, j'étais ultra stressée et finalement ça s'est super bien passé. OK, vous avez le droit d'en être fier. Et en fait, c'est d'arriver à faire comme ça une liste ultra longue de toutes ces choses dont vous pouvez être fier de vous et se dire, bah, en fait, ouais, c'est, regarde tout ce que j'ai déjà fait. Comme ça, quand vous avez un peu coup de blues, vous pouvez regarder, vous pouvez la relire, vous dire, bah, en fait, j'ai fait plein de choses vachement bien et je peux être fière de moi. Et ça, plus vous allez le dire et plus vous allez le croire et plus ce sera vrai, en fait. Et se dire que les mots ont vraiment un impact sur vous, sur votre discours. Comme on le disait tout à l'heure, c'est à un moment donné, je pense quelque chose. Si je pense que je suis nulle, non, mais je suis totalement nulle, j'y arriverai jamais. Donc, ce que je pense, je le verbalise, je suis nulle parce que je le pense, donc je suis en train de le dire. Non, mais je suis nulle, je vais pas y arriver. Du coup, c'est quoi? Ça vaut même pas la peine que j'aille à ce rendez-vous avec tous les alumni de mon école. Ils ont tous fait des carrières de dingue. Moi, je suis nulle à côté, un petit boulot de merde où j'arrive pas à trouver un boulot. OK. Donc, je prends la décision de ne pas aller à un rendez-vous réseau, ce qui est un peu dommage. Ce qui entraîne une action, voire plutôt une non-action parce que j'ai pris la décision de ne pas faire quelque chose. Et finalement, bah, c'est quoi le résultat? Bah, c'est le non-résultat. Bah oui, ah bah ouais, c'est bien la preuve que je suis nulle. Regarde, 6 mois après, j'ai toujours pas bougé, ça va toujours pas. Bah oui, parce que de ma pensée, je l'ai verbalisé. J'ai pris la décision de ne pas faire quelque chose, donc l'action ne s'est pas propagée, et du coup, il n'y a pas eu de résultat. Par contre, si à l'inverse, je dis, OK, alors qu'est-ce que je pourrais bien faire de cool ce week-end? Oh, tiens, il y a un rendez-vous réseau. Donc, ça peut être intéressant. Je pourrais essayer de peaufiner mon pitch justement pour me présenter. OK, je pense que je vais y aller. Je dis que je vais y aller. Je prends la décision d'y aller. Je m'inscris à mon événement networking. Je me rends sur place parce que j'ai décidé de m'améliorer dans ma présentation et dans la manière de pitcher qui je suis et ce que je recherche. Et le résultat, c'est que je vais peut-être avoir des contacts, des cartes de visite, des alumni qui vont me filer des conseils, des astuces, qui vont me dire: «Ah mais tiens, je connais un tel qui recrute et qui aurait peut-être besoin de personnes avec tes compétences». Et du coup, une fois que la boucle est bouclée, bah, dans ma pensée, c'est: «Ah, j'ai eu raison d'y aller». Et en fait, c'est de l'auto-stimulation, de l'auto-persuasion. Et en fait, plus vous allez le faire et plus vous allez vous rendre compte que vous avez eu raison de le faire. Et ça, c'est ultra important. Et donc ça, que ce soit en entreprise ou dans le cadre de votre recherche d'emploi, se dire que vous allez y arriver, que vous allez avoir des résultats et que c'est intéressant d'aller discuter avec des gens que vous ne connaissez pas ou que c'est intéressant de vous intéresser à la vie des autres, et ben vous allez vous rendre compte que vous allez prendre du plaisir là-dedans et que ça va vous permettre de faire des belles rencontres parce que les gens vont sentir que vous êtes dans un état d'esprit positif et ils vont avoir envie de partager des choses avec vous. Si vous êtes dans un état d'esprit négatif, les gens n'auront clairement pas envie de partager des choses avec vous et auront plutôt tendance à vous fuir. Ça, c'est ultra important. Dernière slide que je vous partage, c'est la petite conclusion. Prendre son envol, c'est faire de sa vie du test and learn. Ça, c'est quelque chose que vous devez tous faire déjà dans l'entreprise pour trouver le point d'équilibre qui nous rend heureux. C'est important. Vous voulez construire quelque chose, tant d'un point de vue perso et pro, hein, le fameux équilibre de vie. Vous allez faire plein d'actions, vous allez essayer plein de choses, vous allez voir celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Quand ça va ou quand ça ne va pas, vous allez analyser le pourquoi ça va et pourquoi ça ne va pas. Et hop, vous allez progresser comme ça. Donc, prendre son envol, c'est clairement comme un escalier et c'est faire petit pas par petit pas pour un moment donné se dire, OK, je réussis ma recherche d'emploi, je réussis mon intégration dans l'entreprise, je réussis à trouver ma place dans l'entreprise, je réussis à m'intéresser aux autres, à comprendre ce que veut l'entreprise, à comprendre ce que je peux lui apporter aussi. Et si à un moment donné, je suis plus alignée sur mes valeurs, avec la vision d'entreprise, eh bien, c'est pas grave, je peux changer d'entreprise, je peux aussi changer de direction et aller vers autre chose. Et plus vous allez être aligné avec ça, et plus votre envol et l'ensemble de votre carrière sera d'autant plus facile. Je vois Alix réapparaître. Donc ça, c'est vraiment important. Et il y a un peu de mélange développement perso et développement pro, mais parce que je trouve que les deux sont tellement importants. Et c'est ce qui va vous permettre de bouger et de vous mettre en action et d'avoir des résultats positifs.
En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite à tous pour toute votre carrière. Et si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas, activez vos micros. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, activez vos micros. Ouvrons le débat. Vous êtes tous timides, vous ne voulez pas parler. Si vous ne voulez pas activer le micro, vous pouvez activer le chat. Vous avez le droit. Vous avez été très sage. Personne n'a de questions? Mélie, vous avez été super claire. J'espère. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on ne va pas insister. Merci. En tout cas, Amélie, tu as fini? Oui, moi j'ai tout abordé, tous les sujets. Alors après, je peux encore durer 1 heure s'il faut. Je peux revenir sur plein de sujets. Je ne m'arrête jamais, moi. En tout cas, j'espère que ceux qui auront assisté auront bien compris l'importance de la notion de réseau. Merci Amélie d'avoir bien insisté sur ça, parce qu'effectivement, aller à des réunions d'alumni, je comprends que ce ne soit pas facile, mais effectivement, il faut oser parce qu'on peut faire plein de rencontres qui peuvent changer des choses alors qu'on ne soupçonne rien. Donc, effectivement, il faut oser, même si je comprends parfaitement qu'on ait peur et qu'on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Mais sachez que quand vous allez à ces réunions, vous êtes bien accueillis et qu'on a tous en commun cette école qui est l'ESCA, qui nous fait un socle commun qui fait que les relations se nouent très facilement. Bon, en tout cas, merci à vous d'être venus. On a tous l'idée d'aller à une réunion réseau où on ne connaît personne, c'est se dire qu'il y en a plein d'autres en fait qui connaissent personne et que vous n'êtes pas le seul dans cette situation. On a tous fait une première réunion où on ne connaissait personne. Je vais vous prendre un exemple. En 2017, j'ai été faire un social selling forum avec Loïc Simon. Il en fait plein en ce moment en mode digital, où justement c'est apprendre à vendre sur Internet sans dire qu'on vend. Donc ça mélange des commerciaux, des marketeurs, des RH, des communicants. Donc il y avait plein de monde. C'était ma première fois en présentiel, je connaissais personne. J'avais un peu regardé les photos des précédentes promos, enfin tout ce qui avait été fait, et je voyais toujours les gens habillés à 4 épingles, costume cravate, bien sombre. Je me suis dit, oh là là, j'espère que ça ne va pas être trop chiant. Comme vous voyez, je ne suis pas trop du style à être en tenue classique. Et du coup, j'y suis allée avec ma veste la plus flashy, rose bonbon, en me disant, OK, je vais essayer de dénoter au moins. Et quand je suis arrivée, la première chose que j'ai fait, je suis allée prendre un café et j'ai repéré une personne qui avait une écharpe rouge. Et je me suis ruée vers elle pour aller prendre mon café avec elle en disant vous voyez, on est que tous les deux avec des couleurs aujourd'hui. Ça a été ma phrase icebreaker. Et on a passé toute la journée ensemble et on a attiré plein de personnes parce que du coup, on rigolait, on a osé échanger des mots. Et en fait, c'est se dire, quand on va quelque part et qu'on ne connaît personne, c'est se trouver une première personne, aller vers elle, sortir une première phrase qui ne doit pas être forcément ultra pertinente ou percutante. Et c'est juste créer un lien pour que la personne ait envie de discuter avec vous. Et vous allez voir, en fait, c'est une technique après en grande distribution et dans le commerce, la foule attire la foule. Donc, en fait, vous discutez à deux, vous en avez une troisième qui arrive, puis une quatrième, et forcément, vous vous retrouvez avec 10 personnes d'un coup qui ont envie de discuter avec vous, alors qu'au départ, c'était 10 personnes totalement éclatées dans l'événement. Donc, osez, allez-y, faites-vous plaisir. Vous avez la chance d'avoir plein d'événements, plein d'actions, et un réseau qui est là, qui est présent. Ce serait dommage de ne pas en profiter, quoi. Merci Amélie. Écoutez, merci en tout cas à tous ceux qui sont venus. Et puis, n'hésitez pas à aller voir sur l'agenda tous les événements qui sont à venir. Il y en a beaucoup qui arrivent dans les ressources humaines, mais dans le développement personnel ou dans l'entrepreneuriat. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur l'agenda et à vous inscrire si ça vous intéresse. Merci Amélie, à bientôt. Merci. Et rendez-vous pour ceux qui veulent sur LinkedIn. Si vous avez des questions, vous voulez m'écrire en privé, vous avez le droit aussi. Merci à tous, à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.